Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le thème séparation parentale, comment maintenir le bien-être des enfants malgré ce contexte déstabilisant et douloureux. Je me présente, je suis Maya Deleu, je suis coach parental et cofondatrice de SOS Parents in Distress. Ensemble avec mon conjoint Manu, nous accompagnons des parents qui ont des difficultés liées à l'éducation de leurs enfants. Alors avant de commencer, je tenais juste à vous dire que, le français n'est pas ma langue d'origine. Je me suis installée en France il y a longtemps, mais voilà, parfois je construis mal une phrase ou je prononce mal un mot. C'est quelque chose qui me gêne beaucoup, voilà, mais vous aurez compris pourquoi. Je tenais à vous le dire. Mais donc bref, nous sommes pas juste des parents qui ont eu envie d'aider d'autres parents. Je suis enseignante éducation civique à la base, Manu est éducateur spécialisé et nous sommes surtout également assistants familiaux. Donc nous accueillons depuis 15 ans des enfants placés, 6 enfants en moyenne. Nous avons aussi nous-mêmes 2 enfants. Donc si on est devenu expert dans le domaine de l'enfance, c'est parce que nous vivons et travaillons quotidiennement avec ces enfants, notamment des enfants, en souffrance, souvent avec des problèmes de comportement. Donc notre vie familiale ainsi que notre vie professionnelle est remplie d'enfants de tout âge. Mais nous avons eu envie, maintenant de mettre notre expérience au profit, de ne pas seulement aider les enfants, mais aussi les parents. Parce que c'est quand même vous, les parents, qui aidez vos enfants au quotidien, vous qui devez remplir cette tâche parfois bien difficile. Alors donc, on s'est formé pour devenir coach et nous avons élaboré des programmes d'aide pour les parents en difficulté. Donc, nous avons fondé SOS Parents in Distress. On peut aider les parents concernant différentes problématiques, mais on se concentre surtout sur les parents séparés. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué qu'il y a un réel besoin d'accompagnement pour les parents qui se séparent, comme pour leurs enfants. La souffrance est importante ici et l'enjeu aussi, l'avenir et le bien-être des enfants et leurs parents. On s'est plongé dans cette problématique, on s'est beaucoup documenté et quand on a interviewé, des parents qui étaient en train de se séparer, on a remarqué une chose importante, probablement le problème clé dans cette situation, c'est ça: je n'ai pas la tête à ça. Lors d'une séparation, les parents sont souvent bouleversés, émotifs, ils ont plein de problèmes à régler et une tonne de choses à gérer et ils pensent: «Comment je peux encore en plus et en premier m'occuper de l'impact de la séparation sur mes enfants? Ce n'est pas possible, je ne suis pas prêt, pas maintenant» ou «Je ne suis pas prête, pas maintenant». En plus, les parents, sont seuls maintenant. Il n'y a plus le couple. Dans un couple, on partage les tâches, on partage les inquiétudes, les problèmes émotionnels et à présent, le parent est seul face à de multiples problèmes et tâches supplémentaires. Donc voilà, mettre tout cela sur un deuxième plan pour s'occuper de l'impact de la séparation sur vos enfants est extrêmement difficile, voire impossible pour certains. Alors vous vous dites peut-être: «Oui, mais chercher un nouveau logement ou chercher une nounou, négocier un changement d'horaire avec mon employeur, me battre pour avoir la garde, ce sont des choses que je fais pour mes enfants» et c'est vrai, tout à fait, mais vos enfants ont surtout besoin de vous, plus que jamais, de votre écoute, de votre disponibilité émotionnelle. Ils ont besoin d'être rassurés en permanence, on en parlera plus tard. Donc voilà, ils ont aussi, besoin de passer des bons moments et de voir que leurs parents vont bien malgré tout, qu'ils arrivent à gérer. Comme ça, ils savent que leurs parents continueront de s'occuper d'eux, tous les 2, si possible. Alors une séparation, selon des études, est la deuxième plus grande source de stress dans une vie, après le décès d'un enfant ou du conjoint, donc c'est énorme. Et donc si vous pensez et dites que vous n'avez pas la tête à ça, que ce n'est pas le moment de faire ce gros travail, c'est tout à fait justifié et compréhensible. Mais voilà, vous n'avez pas le choix. Les parents ont la responsabilité d'aider leurs enfants à faire face à la séparation. Personne d'autre peut le faire à votre place, c'est votre rôle de parent. Alors souvent je dis aux parents: «Qui aimez-vous plus que tout?» heu
souvent, c'est quand même vos enfants, donc vous le faites pour eux. Voilà, ils le méritent, non? Gardez cette idée en tête, ça peut aider. Et puis aussi, sachez que si vous n'y arrivez pas bien, des aides existent. Voilà. Visionner ce webinaire, c'est déjà un bon début. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler? Ou de quoi est-ce que j'ai envie de parler? Qu'est-ce qu'une séparation parentale peut provoquer chez l'enfant? Alors, il ne s'agit pas de vous faire peur ou de faire en sorte que vous culpabilisez, pas du tout. Il s'agit de vous montrer des points, quelques points sur lesquels on doit être vigilant. Il sera important d'observer votre enfant pour ensuite pouvoir agir en fonction. J'aimerais vous parler de l'annonce. Comment annoncer à vos enfants que vous allez vous séparer. L'annonce restera gravée dans la mémoire de votre enfant, car c'est l'annonce d'un gros changement dans sa vie. Il s'est construit sur ce plan familial, c'est sa sécurité de base, et c'est ce plan de cette maison sécure et rassurant qui change complètement. Voilà pourquoi c'est tellement important cette annonce. Je vous donnerai des conseils de base, des choses qui sont bien à faire, des choses qu'il faudrait mieux éviter. On parlera de la coparentalité, comment arriver à communiquer entre parents. Vous restez parents ensemble. Le couple amoureux n'existe plus, mais le couple parental reste, en tout cas dans l'idéal. L'enfant a besoin que ses deux parents s'occupent de lui et qu'il y a donc une communication entre eux, autour d'eux. Donc si c'est possible, voilà, à deux. Parfois, il y a des situations où ce n'est pas possible, même pas souhaitable. Par exemple, des parents violents, maltraitants. Donc ça, c'est des situations qu'on ne va pas aborder ici. Et j'aimerais aussi vous parler du coaching. Donc on peut se faire aider, plusieurs possibilités existent. Il y a des psychologues, des médiateurs, des thérapeutes. En quoi notre coaching se différencie des autres aides possibles? Qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai. Et ensuite, j'aimerais faire une interview avec aujourd'hui 2 avocats spécialisés en droit de la famille. SOS Parents in Distress se met en lien avec des avocats spécialisés qui partagent avec nous l'importance de trouver, dans la mesure du possible, des solutions dans l'intérêt des enfants et donc de toute la famille en fait. Nous avons sur notre site internet une liste d'avocats partenaires, des avocats avec qui nous avons échangé et dont on sait maintenant qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la séparation se passe au mieux pour leurs clients, mais surtout aussi pour leurs enfants. Le choix de l'avocat est important. Vous faites confiance à votre avocat. Il ou elle vous défend. Il vous accompagne sur le plan juridique et même souvent au-delà. Il essaye de vous aider au mieux. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai maître Caroline Yadan-Peza, ainsi que son associée, maître Sarah Telouk, qui font donc partie de cette liste. Et je suis ravie qu'elles ont accepté de participer à ce webinaire. Donc, j'aimerais leur poser quelques questions tout à l'heure. Donc, bonjour, maître Sarah Telouk et Caroline Yadan-Peza. Je vous laisse vous présenter peut-être. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Caroline Yadan-Peza. Moi, je suis avocate en droit de la famille depuis quasiment 30 ans. Le temps passe vite et aujourd'hui, je traite effectivement la quasi-intégralité de mes dossiers sur un mode amiable, puisque je suis formée au mode de règlement amiable des différends, au processus collaboratif, au mode à la médiation. Je vais avoir ma casquette de médiateur dans peu de temps, puisque je finis mon DUT de médiation, également à la procédure participative. Et je fais partie également d'un réseau d'avocats, un réseau professionnel, en fait, de toute profession dans les domaines du droit, de la finance, qui privilégie les relations humaines en partageant une même conception de leur rôle à l'égard du client, donc tourné vers l'humain et vers l'éthique. Et ce réseau de professionnels s'appelle Humanéthique, dans lequel nous sommes toutes les deux engagées. Voilà, et je suis par ailleurs, je viens d'être élue comme députée de la 3e circonscription de Paris. Voilà. Sarah. Merci. Oui, bonjour Maya, et tout d'abord merci de nous recevoir à toutes les deux. Donc je suis Sarah Telouk, je suis avocat au barreau de Paris depuis plus de 10 ans et j'interviens également en droit des personnes et de la famille. Donc j'assiste au quotidien effectivement des parents, des couples en situation
de détresse, mais également des enfants que j'accompagne régulièrement dans le cadre d'auditions. J'essaye dans ma pratique, puisque je suis formée au mode amiable de règlement des différends, justement d'adopter cette pratique qui est très humaine et très à l'écoute effectivement des familles. Je fais partie de cette association qui s'appelle les Avocats de la Paix. C'est une association d'avocats qui partagent les mêmes valeurs, qui ont une conception en fait de leur rôle auprès de leurs clients et celui de leur avocat qui consiste à éviter les conflits, à privilégier la médiation, à privilégier l'apaisement des différends. Et ça, effectivement, ça s'apprend. Et cette association, justement, a pour but de promouvoir les relations humaines, l'éthique dans l'exercice de notre fonction d'avocat pour justement apaiser les relations des couples et parvenir dans la majeure partie du temps à un divorce à l'amiable, à une séparation amiable dans l'intérêt des familles et surtout des enfants. D'accord. Bon, bah, très bien, merci. Merci de parler aussi de cette association, les Avocats de la Paix, qu'on connaît très bien et qu'on soutient tout à fait. Voilà, bon, bah, à tout à l'heure pour les questions. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que la séparation peut provoquer chez les enfants? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Selon l'âge de l'enfant, cette question signifie différentes choses. Les petits se posent des questions concernant les choses pratiques de la vie quotidienne. Qui va s'occuper de moi? Qui me mettra au lit? Qui va me donner à manger? Ces enfants peuvent poser des questions d'une fréquence importante. Maman, tu vas où? Quand est-ce que tu vas revenir? Papa, pourquoi tu dois partir? Et ceci pour chaque sortie de la maison, voire même chaque sortie de la pièce. Les petits-enfants peuvent craindre que vous risquiez de les oublier s'ils ne restent pas constamment près de vous, tout simplement. L'enfant pense que s'il y a un parent qui part, peut-être que l'autre parent aussi partira et qu'il va être tout seul. Donc, ce n'est pas étonnant que ces enfants-là s'inquiètent. Lorsque les parents n'expliquent pas clairement, en détail, avec des mots simples, ce qui va se passer pour eux, ils ont tendance à remplir ce vide par leurs propres craintes. Les plus grands enfants aussi se posent des questions plutôt par rapport à l'organisation de leur vie. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Est-ce que je vais devoir changer d'école, par exemple? Là encore, les parents devraient expliquer au mieux ce qui va changer et surtout aussi ce qui ne changera pas. Voilà, sinon ils auront tendance à s'imaginer des pires scénarios, du genre on n'aura plus d'argent ou je ne vais plus jamais pouvoir voir mes amis. Voilà. La peur de perdre l'amour de leurs parents. Alors, mes parents ne s'aiment plus, qui dit qu'un jour, ils ne m'aimeront plus non plus. Voilà ce qui peut jouer dans la tête d'un enfant. On se sépare dans le couple, mais on ne se sépare pas de ses enfants. Cette évidence est très vite à transmettre aux enfants. Il y a l'amour conjugal et l'amour parental. L'un peut s'éteindre, l'autre est pour la vie, inconditionnel et indestructible. Ce message est très important. Voilà, c'est important de le dire et de le répéter aussi pour rassurer vos enfants. Le sentiment d'être invisible. Donc, les enfants ont souvent le sentiment que leurs parents ne les voient plus vraiment. Vous êtes préoccupés à cause de la séparation. Les parents le sentent bien. Pourtant, ils ont plus que jamais besoin de vous. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le problème principal. Donc, le sentiment d'être invisible, ça a un grand impact sur l'image de soi. S'il ne semble pas être suffisamment important aux yeux de leurs parents, alors les enfants pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. Donc, pas étonnant que parfois les enfants se comportent tellement mal pour montrer qu'ils existent ou qu'ils se retirent complètement. Alors, vos enfants ne se sentiront pas invisibles s'ils ont régulièrement un contact affectueux, émotionnel et physique avec leurs parents. L'impact sur leur vie plus tard n'est vraiment pas négligeable. Alors, les conflits de loyauté, là, on pourrait écrire un livre. C'est, selon nous, le problème le plus complexe et le plus difficile à gérer. C'est un phénomène que nous connaissons très bien en tant que famille d'accueil aussi. Donc, l'enfant est pris par le sentiment de devoir choisir entre ses deux parents et ressent comme une obligation à prendre parti. Il se sent coupable envers l'un lorsqu'il passe un bon moment avec l'autre. Ce ne serait pas loyal, selon lui. Comment cela se manifeste? Par exemple, ils ont peur de raconter des bons moments passés chez un parent, chez leur autre parent,
où ils vont exagérer certains faits positifs ou négatifs, voire même inventer ou mentir. Ils peuvent aussi exprimer des choses désobligeantes sur l'ex-conjoint. Ils s'imaginent que le parent aime bien entendre dire du mal de l'autre parent. Alors, il y a presque toujours un conflit de loyauté. Mais voilà, même si cela se passe bien, hein, même si la séparation se passe bien, il est donc toujours important d'en parler avec vos enfants. Par contre, qu'est-ce qui provoque le conflit de loyauté? En tout cas, qu'est-ce qui nourrit ce conflit de loyauté? C'est quand il y a peu de communication entre les parents ou quand la communication est rompue et l'enfant est embarqué dans un rôle d'espion ou de messager. Voilà, ça nourrit vraiment le conflit de loyauté. Il faudrait vraiment l'éviter. Les enfants s'inquiètent pour leurs parents. L'enfant est à l'école, il pense à son papa qui doit être tout seul dans son appartement, qui ne sait pas cuisiner, comment il va faire pour manger, ou ils s'imaginent leur maman dans le lit en train de pleurer, ils s'inquiètent. Alors souvent, les enfants ont le sentiment qu'ils doivent aider leurs parents, mais cela leur coûte, ils ont besoin d'être enfants insouciants. Donc si les enfants voient que leurs parents vont bien et prennent soin d'eux, ils seront plus rassurés. Essayez de leur montrer ça. Tout va bien. Pour ne pas rajouter de la peine, pour protéger leurs parents, ils cachent leurs sentiments d'inquiétude, de tristesse, de peur. Mais ils ont évidemment besoin de pouvoir s'exprimer. Ce sera tout un travail pour les parents d'aller chercher ces émotions parfois bien cachées. C'est un travail qu'on fait quand on fait des coachings. La colère, surtout les enfants plus grands, peuvent vraiment se mettre en colère et peuvent aussi accuser leurs parents. C'est de leur faute que maintenant je dois subir tout ça. Ils n'ont qu'à arrêter de se disputer, ils n'arrêtent pas de nous le dire à nous, alors pourquoi eux ne le feront pas? Ou donc, voilà, hein, vous êtes égoïste, vous ne pensez qu'à vous-même. Donc ce sont des mots qui blessent, hein, ça fait mal. Mais voilà, les accusations et les crises de colère montrent en réalité qu'ils ont peur. Les changements leur donnent du stress. La culpabilité, les enfants, surtout les petits, ont souvent le sentiment qu'ils ont fait quelque chose de mal qui a provoqué la séparation. Je me dispute trop avec mon frère, ça énerve papa et maman et voilà, maintenant ils se séparent, c'est ma faute. Ils entendent aussi souvent leur nom dans les disputes des parents. Donc forcément, selon eux, c'est leur faute. Alors, expliquez à vos enfants que vous vous disputez par rapport à eux, mais pas à cause d'eux. Ça va leur faire du bien d'entendre qu'ils sont le sujet le plus important, non parce qu'ils font quelque chose de mal, mais parce qu'ils sont tellement précieux. Donc, vous pouvez leur dire ça. Voilà, vous vous disputez par rapport à eux parce qu'ils sont tellement importants pour vous. Les pensées magiques, dans la grande majorité des cas, les enfants espèrent que leurs parents se réconcilient. Cet espoir peut durer des années. Parfois, les enfants essayent même de faire en sorte que la famille se réunisse. Il est important de faire comprendre aux enfants qu'ils n'ont pas d'influence. L'espoir persiste. Et lorsque un des deux parents entame une nouvelle relation amoureuse, cela peut provoquer d'énormes colères ou une tristesse. Voilà, quelques points voilà, qui montrent ce que ça fait hein, avec les enfants, cette séparation, ce que ça provoque chez eux. Concernant l'annonce, parce que c'est très important, c'est probablement très difficile pour vous, les parents, de faire cette annonce-là parce que l'idée de rendre vos enfants tristes vous est probablement insupportable. Alors, la manière dont on annonce la séparation a beaucoup d'importance parce que l'annonce crée une sorte de base qui permettra de vivre cette situation douloureuse de manière quand même plus positive. Lorsque l'annonce est faite avec l'amertume et des accusations, ça crée des émotions négatives qui restent souvent là pendant des années et ça peut vraiment endommager la relation avec vos enfants sur le long terme. Alors, le message primordial selon nous, voilà, c'est un exemple, mais ça pourrait être ça. Malgré tout ce qui change entre papa et maman, une chose ne changera jamais, c'est l'amour que nous avons tous les deux pour vous, nos enfants. On restera toujours et tous les deux vos parents et on continuera de s'occuper de vous tous les deux.
Papa et maman vous aiment très très fort et cet amour ne s'arrêtera jamais. Voilà, ce message rassurera vos enfants et permettra à vos enfants de traverser cette période difficile de manière plus confiante. Essayez de vous mettre près de vos enfants, donnez même des câlins éventuellement. Et même si vos enfants ne montrent pas à quel point le message d'amour éternel est important pour eux, sachez que si vous le répétez régulièrement et si vous le montrez aussi, ce sera pour votre enfant une énorme source de confiance et de consolation. Voilà, vous pouvez leur dire aussi, c'est important, que ça a été une décision difficile, que vous avez des problèmes importants que vous n'arrivez pas à résoudre, enfin des problèmes dans votre couple, hein, que donc vos enfants ne sont pas responsables, qu'ils ne peuvent pas y changer quelque chose, que vos enfants restent votre grande priorité et donc qu'ils sont ce que vous avez de plus beau au monde. J'aimerais maintenant vous donner quelques conseils de base. Alors tout d'abord, je vous conseille de vous abonner à notre page Facebook ou notre compte Instagram. J'y donne des conseils régulièrement, souvent à travers des petits dessins, comme vous en avez vu déjà quelques-uns. Voilà, pourquoi pas le faire. Le deuil de la séparation. Alors, au moment de la séparation, vous êtes probablement dévasté par le chagrin. Une séparation est rarement un événement joyeux, c'est ainsi. Alors, ne le niez pas, essayez d'accueillir ces émotions tristes pour ensuite, petit à petit, les faire partir. Retenez que le temps adoucit tout. C'est pareil pour vos enfants. L'épreuve fait grandir. Ils peuvent la transformer en force. Ne nourrissez pas votre chagrin. Soyez courageux. Ce qui aide beaucoup, c'est de savoir que vous avez une énorme responsabilité envers vos enfants. Vous devez être là pour eux. Cette idée stimule et vous aide à trouver de la force. Ne voyez pas votre séparation comme un échec, mais plutôt comme une étape qui fait grandir toute la famille. Alors vous le savez, les enfants sont des éponges. Ils sont souvent très sensibles aux pleurs, surtout les pleurs de leurs parents. Pourtant, ce n'est pas grave qu'ils voient vos larmes, mais mettez les mots sur les mots. Expliquez à vos enfants ce qui vous rend triste et montrez que vous gardez le contrôle. Pleurer est un beau moyen d'évacuer, c'est aussi une occasion de dire à vos enfants qu'eux aussi ont le droit de pleurer. Et puis, libérez-vous de l'image de la famille parfaite. La séparation, c'est comme une mue. On abandonne la peau trop serrée pour en construire une à sa taille qui nous convienne vraiment. Il y a d'abord cette période fragile où on se sent nu, une période extrêmement douloureuse, mais voilà, en général, on se sent mieux après. Concernant la relation avec vos enfants, écoutez vos enfants. Vous les connaissez mieux que personne, vous les comprenez bien en général, en temps normal. Dans le contexte d'une séparation, pour les enfants, plus rien n'est normal. Ils vivent une toute nouvelle situation. Voilà. Parfois, l'enfant doit encore apprendre à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Parfois, les émotions ne sortent pas car ils sont figés. Parfois, ils ressentent bien ce que la séparation provoque chez eux, mais ils préfèrent ne pas le montrer. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Incroyable à quel point les enfants peuvent être solidaires. Donc, voilà. Essayez de bien écouter vos enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ou qu'est-ce qu'ils ne veulent pas nous dire? Beaucoup de parents se sentent coupables, ils ont échoué et leurs enfants doivent subir les conséquences. Mais vous savez bien que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. C'est ainsi. Inutile, vraiment inutile de se sentir coupable. Cependant, ce qui est par contre très utile, c'est de travailler sur la manière dont se passe la séparation pour les enfants. Et même si là encore, vous ne maîtrisez pas tout, il est important de vraiment faire en sorte que cela se passe au mieux. Ne vous laissez pas embobiner, ne tombez pas dans le piège. Vos enfants vont vous tester et chercher leur profit, c'est normal. N'achetez pas plein de choses, ne dites pas oui à tout pour combler cette culpabilité qui vous ronge. Vous ne leur rendrez pas service, au contraire, ils risquent d'en souffrir même. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est vraiment important pour eux maintenant. Les écouter, les rassurer, consacrer du temps pour eux,
rester en forme, voilà, toutes ces choses-là. Concernant la coparentalité, alors, réussir la coparentalité, ça vous demandera certainement beaucoup d'efforts et d'énergie, surtout au début. Il faudra surmonter les rancœurs, mais ça en vaut la peine. C'est du gagnant-gagnant pour les parents comme pour les enfants. Une règle primordiale, tout le monde le sait, c'est ne pas dire du mal de son ex en présence de vos enfants. Tout le monde le sait et pourtant, c'est parfois tellement difficile. Après une rupture, vous voudriez peut-être accuser l'autre parent de tout ce qui ne va pas. Alors, un conseil, si vous sentez monter une envie forte de dire du mal de votre ex, pensez que c'est votre enfant que cela touche probablement le plus. Et vous ne voulez pas faire du mal à votre enfant, voilà, peut-être à votre ex, mais pas à votre enfant. Il y a 2 personnes que vos enfants aiment le plus au monde et très probablement, une de ces 2 personnes, c'est l'autre parent. Concernant, la communication avec votre ex, vous avez là un travail à faire. Essayez de voir votre ex comme un collègue de travail. Vous travaillez sur un même projet, vos enfants. On ne choisit pas ses collègues, on fait avec. Là, c'est un peu pareil. Exprimez-vous d'une manière claire, non violente, non culpabilisante. Reformulez, recadrez la situation. Préparez-vous en amont si vous avez un sujet difficile à régler, éventuellement même à l'écrit. Voilà. Donc, organisez une réunion de manière formelle et correcte. Et mieux vaut prévenir que guérir. L'idée là, c'est de travailler les points importants concernant vos enfants et cette nouvelle organisation en amont. Les trajets, les activités extrascolaires, les règles de vie que vous aimeriez conserver, les achats concernant les enfants, les voyages, les fêtes, tout ça. Essayez de trouver des compromis avant que les désaccords et les conflits prennent de l'ampleur. Ça aussi, évidemment, c'est un point de travail quand on fait des coachings, parce que c'est bien plus facile de le dire que de le faire. La résidence, la garde des enfants. Alors là, ce qui est primordial, c'est d'élaborer un plan basé sur les besoins de vos enfants en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur développement. Puis aussi de tester et adapter en fonction, on demande leur avis, évidemment. Essayez aussi de visualiser le planning. Cette structure rassure. Ça peut être un semainier avec des aimants qu'on accroche au frigo et on déplace les aimants en fonction des jours. Pour les plus grands, ça peut être un agenda partagé. Pour les petits, ça va être plutôt des petits rituels. Le soir, chez papa, le soir, il y a toujours une petite histoire. Chez maman, il y a une petite chanson. Voilà, enfin, n'importe. Juste un petit rituel qui revient à chaque fois. Et c'est à chaque fois pareil chez ce parent-là. Ça rassure. Et posez-vous cette question-là. Souvent, les enfants rêvent de pouvoir faire des activités ou de passer des moments ensemble avec les 2 parents, surtout pendant la période de transition. Alors, on vous conseille de fournir un réel effort et de réfléchir à ce qui, pour vous, serait éventuellement possible. Attention, il est primordial que ce moment se passe sereinement. Gâcher ce moment avec une dispute entre parents, des regards qui tuent, des bouderies, ce serait néfaste pour vos enfants. Si vous n'êtes pas capable, il faudrait mieux l'admettre. Ce serait dommage, mais il faut assumer ses limites pour éviter une catastrophe. Mais voilà, vous pouvez aussi commencer avec des tout petits moments, des moments courts, un petit apéro ensemble, ou rester un peu après avoir déposé les enfants, se rendre ensemble à la fête de l'école. Concernant votre entourage, parce que là, on parle de coparentalité, donc les 2 parents qui continuent de s'occuper de leurs enfants, mais votre entourage aussi a une influence non négligeable sur la manière dont vos enfants vont vivre la séparation. Ce qui est important, c'est donc d'informer vos amis, votre famille. Vous pouvez leur dire que vous fournissez un travail difficile avec votre ex pour que la séparation se passe au mieux et que vous avez donc besoin qu'ils vous soutiennent et qu'ils respectent vos règles. Par exemple, la règle de ne pas autoriser à dire du mal de l'autre parent. Dites stop. Je pense aux grands-parents, par exemple. C'est souvent difficile pour eux aussi.
ils souffrent aussi parce que leur fils ou leur fille souffre et donc ils sont impactés. Est-ce qu'on peut réussir un divorce ou une séparation? Les enfants peuvent bien supporter la séparation. L'enfant qui ne souffre pas trop peut même voir le côté positif de la nouveauté. Je vais avoir 2 chambres ou je vais avoir un frère en plus. Donc si l'ambiance est sereine, s'il y a une bonne communication entre les parents, qui restent parents tous les 2, si l'enfant a un lien fort avec son parent, avec les 2 parents, si l'enfant sait que ses 2 parents l'aiment et l'aimeront toujours, et si les parents tiennent compte de l'intérêt de leurs enfants. Donc vous pouvez tout à fait réussir votre séparation, mais vous pouvez même aller plus loin, parce qu'en même temps, vous allez aider vos enfants à développer des compétences qui les permettent d'être plus solides et plus épanouis. Vous allez renforcer leur santé émotionnelle et sociale. Ils pourront en profiter pendant tout le reste de leur vie. Voilà, j'ai listé quelques compétences, c'est quelque part évident, mais c'est des choses que vous allez développer si vous vous préoccupez vraiment de vos enfants pendant cette période difficile. Voilà, cette période difficile, ils vont arriver à le gérer et donc ils sont plus rassurés sur le fait que plus tard dans leur vie, quand il y aura d'autres problèmes, ils vont aussi réussir à surmonter ça. Et il est plus facile de faire en sorte d'avoir des enfants forts que de réparer des enfants brisés. Ça pour dire qu'il ne faut vraiment pas attendre. Le mieux, c'est de vous préoccuper de tout ce que je viens de vous dire dès le début de la séparation, dès l'annonce. Alors le coaching, donc les infos que je viens de vous transmettre, il y en avait que vous saviez déjà, certainement. J'espère que vous avez quand même aussi appris des choses. Mais on va savoir comment faire, ok? Mais il y a encore une différence entre savoir ce qui est bien faire et ne pas bien, et savoir ce qui n'est pas bien de faire, et aussi y arriver. C'est beaucoup plus compliqué, surtout quotidiennement. Donc c'est pour cette raison que nous proposons un coaching. Voilà, par exemple, tout le monde sait que ce n'est pas bien de dire du mal de l'autre parent en présence de vos enfants. Et pourtant, il y a tellement de couples qui se séparent et qui le font, ils le savent, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ce sont des petites choses, mais voilà, ça a des conséquences importantes. C'est un entraînement, en fait, ce coaching. Alors, on propose un coaching pour qui ? Pour les parents qui savent que dans la pratique, ce sera très compliqué et qui risquent de ne pas y arriver sans aide. Souvent aussi, pour les parents qui pensent que c'est l'autre parent qui risque de ne pas y arriver. Pour les parents qui essayent depuis un certain temps de réussir cette coparentalité, mais qui remarquent que voilà, ça ne va pas très bien. Et il y a aussi les parents qui ne vont pas bien, qui dépriment, qui ne trouvent pas l'énergie qu'il faut pour mettre en place cette coparentalité, ou qui se sentent seuls, débordés. Alors, on préfère faire les coachings avec les 2 parents, évidemment, mais parfois, on fait aussi un coaching pour un seul parent parce qu'il n'arrive pas à motiver l'autre parent. Et voilà, l'accompagnement sera différent, mais on sera évidemment là aussi pour ce parent qui, justement, a le sentiment de devoir tout faire tout seul. Quelque part, nous proposons d'être votre compagnon de route pendant une période. On va se fixer une durée. On va s'installer sur votre épaule et on vous guide. C'est beaucoup plus complet que quelques séances chez un professionnel dans un cabinet. D'ailleurs, chez nous, il n'y aura pas d'entretien dans un cabinet. Parce qu'après l'entretien dans un cabinet d'un coach, d'un thérapeute, d'un psychologue, médiateur, n'importe, la porte se ferme jusqu'au prochain rendez-vous. Et donc, pas chez nous. Voilà. Nous, on veut rester là, avec vous, tous les jours s'il faut. Alors, virtuellement, évidemment, à travers des appels visio, notamment. Donc, pas de rendez-vous dans un cabinet, mais tranquillement chez vous. C'est chez vous que les problèmes se présentent, que vous avez besoin de soutien. Donc, c'est là chez vous que nous allons faire ce travail. Donc, notre objectif, tout faire pour que vos enfants traversent cette période de séparation sans blessure. Et mieux encore, on vous aidera à faire en sorte que vos enfants soient plus solides, plus épanouis et que le lien parent-enfant soit riche.
Alors, on va travailler sur quoi? Selon les études, il y a 3 facteurs importants qui réduisent les risques et qui peuvent être contrôlés par les parents. Le degré et la durée des hostilités entre les parents, la qualité des pratiques parentales et la qualité de la relation parent-enfant. Donc, ce sont les 3 points principaux du coaching. Tout commence par un premier entretien état de lieu. Donc, avant même d'avoir décidé si oui ou non vous aimeriez vous faire aider, on vous écoute. Quelle est votre situation? Puis on réfléchira de quelle manière on pourra vous aider. On s'adapte à chaque situation, car elle est à chaque fois différente. On s'adapte à votre budget, à votre disponibilité, à vos besoins. La durée du coaching, l'intensité, si oui ou non on accompagne aussi les enfants, parce que c'est possible. Ça, ce sont des choses que vous allez décider après cet entretien état de lieu. Concrètement, le coaching comprend 3 piliers, soutien et écoute. Donc on sera, comme je disais tout à l'heure, on sera pendant toute la durée du coaching joignable par téléphone. Nous répondrons dans les 24 heures. Voilà, pour que vous ayez vraiment le sentiment de ne pas être seul. On sait qu'il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas du tout. On sera là pour vous écouter et vous soutenir. Et on pourra aussi vous aider à voir les choses différemment, pour mieux accepter, pour mieux réagir, parce que la perception d'une situation détermine en grande partie comment on vit avec une situation difficile. Je pense par exemple à une maman qui m'avait appelée, elle a un garçon de 6 ans, elle est séparée et elle venait de la fête de l'école. Il y avait le papa aussi. Alors le papa s'occupe aussi de son enfant, mais seulement certains week-ends parce qu'il est très pris par son travail. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fête de l'école? Cet enfant ne voyait pas sa maman. Il était constamment accroché à son papa. Et donc, pour cette maman, c'était très douloureux. Elle était gênée et elle avait le sentiment que son enfant aime plus le papa et que c'était donc injuste parce qu'elle s'en occupait beaucoup plus. Elle était toujours là pour lui. Et donc, voilà, elle était mal. Elle nous a appelés. Et moi, je lui ai dit que pour moi, cet enfant n'était pas en train de montrer qu'il aime plus son papa. Un enfant qui s'accroche à un parent n'est pas en train de montrer à quel point il l'aime. Probablement, il est plutôt en train de demander de l'amour. Il n'a pas besoin de le faire avec sa maman. Il sait que sa maman est toujours là pour lui, qu'elle l'aimera toujours. Voilà. Et donc, en soi, ça ne change rien, mais le fait de voir ça, de le comprendre, ça fait baisser beaucoup la colère, parce que cette maman était très en colère contre son ex et aussi un peu contre son enfant même. Voilà, donc on a pu travailler du coup ça après. Voilà, ça c'est un exemple qui montre à quel point la perception d'une situation peut changer les choses. Mais donc on ne va pas juste vous soutenir et vous écouter, on va aussi mettre en place des actions. On va parler des craintes. À chaque parent, au début du coaching, on demande de nous donner les 3 craintes majeures liées à la séparation et les enfants. Et on va échanger là-dessus. Ça aidera à avoir conscience du fait qu'ils ne sont pas seuls à avoir des craintes. D'ailleurs, il y a souvent des similitudes. Et quand on comprend mieux, on accepte mieux et ce sera plus facile de communiquer, de travailler ensemble. Par exemple, j'ai peur que je vais avoir le mauvais rôle et que mes enfants s'amuseront chez l'autre parent plus que chez moi. Ou je suis trop en colère, je crains ne pas arriver à communiquer avec l'autre parent sans se disputer. Voilà, enfin, 2 exemples comme ça, des craintes qui reviennent souvent. Moi aussi, au début du webinaire, je vous ai fait part du fait que le français n'est pas ma langue maternelle. Pourquoi? Alors déjà, pour me libérer de quelque chose qui me gêne, mais surtout aussi parce que je sais que vous allez mieux comprendre, vous allez être plus compréhensif, vous allez moins critiquer. Voilà, ça change tout. Par exemple aussi, je crains d'avoir des problèmes techniques pendant ce webinaire. Ça m'est déjà arrivé. Et donc, je crains que le public va penser que je me suis mal préparée. Si maintenant je vous dis que si, je me suis préparée, mais voilà, je ne suis vraiment pas très douée, voilà, si tout à l'heure je vais avoir un problème, vous allez être plutôt dans l'empathie. Vous allez plutôt dire
que voilà, j'ai pas de chance, je me suis préparée et voilà, ça m'arrive quand même. Moins de chance que vous allez me critiquer et me dire: «Oui, elle aurait dû mieux se préparer». Voilà, enfin, quelques petits exemples comme ça. C'est important et on le fait au début du coaching. Je vais vous donner encore juste un autre exemple parce que j'en ai plein, mais voilà. On demande, par exemple, à chaque parent d'exposer au moins une tâche que l'autre parent aura du mal à remplir seul, selon lui. Et puis aussi l'inverse, au moins une tâche qu'il pense lui-même avoir du mal à accomplir seul. Et ensuite, on échange là-dessus. Par exemple, un papa qui pense que la maman ne surveillera pas bien les devoirs parce qu'il avait l'habitude de le faire. Ou une maman qui craint que le papa va habiller leur petite fille de 3 ans n'importe comment. C'est important pour les mamans souvent que leurs enfants soient bien habillés. Les papas ne sont pas toujours très doués. Voilà, c'est des petites choses, mais ça peut vraiment provoquer beaucoup de colère. Par rapport aux craintes, par rapport à soi-même, une maman qui craint que son fils ne jouera plus au foot parce qu'il le faisait avec son papa, elle n'aime pas le faire, elle n'est pas douée. Comment elle va faire? Ou un papa qui craint qu'il n'arrivera pas à préparer les enfants dans le calme avant de partir à l'école. C'est toute une organisation. Il ne faut pas oublier de mettre le goûter dans le cartable. Tous les enfants doivent avoir pris le petit déjeuner. Voilà. Alors, et donc, on va dire aux parents comment vous pouvez aider l'autre parent à accomplir la tâche pour laquelle il se sent en difficulté. Voilà, quelques exemples comme ça. Et troisième pilier, médiation et évaluation. Donc, vous l'avez compris, on vous accompagnera avant, pendant, après chaque action. Ce seront les visios qu'on organisera. Et on discutera ensemble de comment vous pouvez faire et comment ça s'est passé après. Et donc, comment aussi adapter. Et lorsqu'il y a conflit, on cherchera avec vous toujours la solution qui répond le mieux aux besoins et intérêts de vos enfants. Voilà, et donc après la durée du coaching, à la fin, on fait un bilan, évidemment, mais encore un mois après, on se recontacte pour voir voilà, si ça va bien, s'il y a encore des choses qui sont difficiles et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est ce que font les compagnons de route, on reste en contact. Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est un coaching. En tout cas, un coaching chez nous, ça se passe comme ça. Voilà, j'aimerais maintenant poser quelques questions à maître Yadan Peza et Telouk. Voilà. Ce que je voulais vous dire, donc, si je vous ai contacté pour un éventuel partenariat, c'est parce que je sais que, comme nous, vous défendez les intérêts des enfants dans le cadre des séparations et que vous pratiquez les modes amiables dans la mesure du possible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement en tant qu'avocate pour aider les parents à faire en sorte que la séparation se passe au mieux pour les enfants? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je vous remercie tout d'abord, Maya, pour cette présentation. Effectivement, le coach parental est pour nous, avocats, un véritable partenaire de réflexion et vous aidez bien des parents à prendre des bonnes décisions et à avancer dans ces moments douloureux afin d'éviter de nombreuses situations de souffrance. Alors nous, effectivement, en tant qu'avocats, toutes deux formés au mode de règlement amiable des différends, on intervient principalement pour éviter dans notre fonction d'avocat, que le conflit soit destructeur, que le conflit soit ravageur, que le conflit devienne néfaste et contraire à l'intérêt même des enfants. On a un rôle en tant qu'avocat de pacificateur. Et effectivement, être formé au mode de règlement amiable des différends, c'est adopter une démarche pratique qui permet justement de faire en sorte que l'enfant et les parents puissent s'écouter, puissent dialoguer, puissent échanger, puissent parvenir à se mettre d'accord sur notamment les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, puisque au-delà de toutes les questions d'ordre patrimonial que peut susciter une séparation, effectivement, les enfants sont au cœur même du conflit parental et c'est important justement de les préserver, de veiller au respect de leur intérêt. Alors nous, en tant qu'avocats, on intervient souvent dans cette démarche entre les parents, de parvenir à les mettre d'accord notamment sur l'autorité parentale, qu'elle soit exercée conjointement, sur les mesures relatives à l'enfant. Et ce qui notamment est essentiel, c'est le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Parvenir justement à ce qu'ils puissent chacun écouter les attentes et les besoins de l'autre, mais aussi
à ce que leur enfant puisse se sentir entendu et écouté. Vous savez que l'article 388-1 offre la possibilité aux enfants d'être entendus par le juge aux affaires familiales sur toutes les mesures le concernant. Donc nous, au-delà du fait qu'il y ait des fois le tribunal n'est pas saisi, et dans le cas par exemple de séparation à l'amiable, il est important de savoir qu'est-ce que souhaite l'enfant. Donc on peut organiser également régulièrement des médiations avec les enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent. Alors là, effectivement, j'y mets 2 points. Un premier avantage, c'est que effectivement, l'enfant peut se sentir entendu, écouté, compris par ceux des parents, mais j'y mets une limite également, c'est le risque de manipulation de l'enfant, d'une part, le risque de représailles pour l'enfant, puisqu'effectivement, il faut que les 2 parents puissent être dans cette même démarche de comprendre les besoins de leur enfant et ne puissent pas ensuite reprocher à l'enfant « mais tu as dit ça, tu préférais ça ». Donc effectivement, prendre un petit peu de recul et on ne le fait pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, la médiation familiale, on fait régulièrement intervenir un tiers médiateur. Nous, avocats, on est bien évidemment présents aux côtés de nos clients respectifs pour parvenir justement à des accords justes et équitables et préserver justement l'intérêt des enfants. Parce que le conflit devant le tribunal peut cristalliser les relations, peut être destructeur et peut au contraire placer les enfants au cœur d'un conflit de loyauté affective et effectivement, devant le tribunal, on sait très bien que les procédures sont longues, deviennent de plus en plus conflictuelles. Or, ce n'est pas l'intérêt, et notre intérêt à nous en tant qu'avocats en droit de la famille, c'est au contraire d'avoir ce rôle d'avocat, bien évidemment, qui va être là pour défendre les intérêts de son client, mais qui va être là pour essayer de pacifier une séparation, ce qui passe effectivement par beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues avec l'avocat adverse, qui doit être également formé au mode de résolution amiable des différends pour que justement le dialogue puisse se faire de manière constructive. Sinon, voilà, effectivement, on incite beaucoup nos clients à recourir à la médiation dans la mesure du possible. Oui, donc juste pour ajouter sur l'évolution aujourd'hui de ce qui se passe de manière générale dans le monde judiciaire, moi quand j'ai commencé, ça n'existait pas en fait. Les modes de règlement amiable des différends dont parle Sarah n'existaient pas parce que la procédure civile dans le cadre des divorces ne nous donnait pas réellement le choix. Alors soit on était vraiment d'accord depuis le début et puis on allait sur un consentement mutuel, soit on était dans l'opposition, et même si on était dans une très très faible opposition, il fallait saisir la justice et on rentrait immédiatement dans le conflit. Et donc forcément derrière, les enfants étaient partie prenante du conflit avec les parents qui pouvaient s'envenimer au fur et à mesure des choses, etc. Aujourd'hui, vraiment les situations ont évolué grâce aux outils dont les avocats se sont appropriés. Les avocats se sont appropriés de nouveaux outils pacificateurs, comme l'a indiqué Sarah. Et aujourd'hui, l'avocat ne doit plus être un pompier. Il doit être un pompier, il ne doit plus être un pyromane, il doit plus souffler sur les braises, mais prendre par la main son client qui souffre d'une situation qui est évidemment une situation très difficile à vivre, et pour lui et pour ses enfants, le prendre par la main et lui dire il y a d'autres solutions qui existent que la solution du tribunal. Vous allez pouvoir, avec votre conjoint, avec votre époux, avec le père ou la mère de votre enfant, co-construire des solutions qui vont amener à pacifier cette situation, et ce, dans l'intérêt de vos enfants, parce que plus vous vous entendrez et plus vos enfants l'intégreront et moins ils seront en souffrance. La justice aujourd'hui n'a pas forcément la capacité d'apporter des solutions, et surtout des solutions hyper personnalisées qu'on arrive à trouver dans ce cadre amiable, que ce soit avec les confrères formés ou que ce soit en médiation avec un médiateur ou même dans un processus collaboratif. Ce sont des solutions hyper personnalisées qui nous font sortir d'un état, d'un schéma guerrier. Et ces solutions, c'est par exemple sur une résidence
que l'un veut alterner et que l'autre ne veut pas, et ben y aller par étapes, donc proposer des périodes d'essai, etc. Donc on s'adapte tous à la situation parce que, et avant tout parce qu'il y a des enfants en jeu et que les parents prennent de plus en plus conscience de l'intérêt qu'il y a à co-construire, à aller ensemble pour trouver cette solution qui va permettre d'envisager un avenir plus serein. Oui. Et puis, l'avantage, je pense aussi, c'est que, voilà, vous pouvez mettre en place des choses beaucoup plus rapidement parce qu'une audience, ça peut durer longtemps, non? Ça peut parfois durer 1 an avant d'avoir une audience, Effectivement, la saisine du juge des affaires familiales selon les tribunaux peut être très longue, d'où l'intérêt effectivement, durant cette procédure, s'il y a une saisine du tribunal, d'essayer d'échanger, de dialoguer. Il faut préciser aussi une chose, c'est qu'à tout moment de la procédure, les époux peuvent transmettre par l'intermédiaire de leur avocat respectif à l'homologation du juge des accords qui auraient pu intervenir, que ce soit par l'intermédiaire de la médiation ou par l'intermédiaire d'accords qui seraient intervenus entre les avocats, qui concerneraient notamment toutes les mesures relatives à l'enfant. Donc, à tout moment, quand bien même le tribunal est saisi d'une procédure contentieuse, on peut faire homologuer un accord qui est intervenu et qui relève de l'intérêt supérieur des enfants. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, le juge peut donner injonction aux parties d'aller systématiquement donc voir un médiateur dans le cadre d'une réunion d'information à la médiation. Et ça, on voit que ça fait évoluer les mentalités, ça permet en tous les cas d'être davantage sensible, de se sensibiliser à ce que peut être la médiation et surtout faire en sorte que l'enfant ne soit plus un moyen de destruction massive entre les parents. Voilà, c'est vraiment ça qui est terrible. Vous avez parlé tout à l'heure du conflit de loyauté, on le voit très souvent, c'est je vais me servir de mon enfant pour atteindre l'autre. Et la parole et l'expression et le ressenti de chacun dans un cadre apaisé, dans un cadre libre, dans un cadre confidentiel que peut constituer la médiation, ça permet aussi de parler des enfants et donc de désamorcer un conflit qui ne pourra, dans un cadre judiciaire, ce conflit-là, qui ne pourra qu'être souvent de plus en plus violent. Et je pense qu'effectivement, pour rebondir sur ce que dit de manière très pertinente Caroline, c'est très important de désamorcer ce conflit parce qu'il faut se dire une chose, et c'est ce que nous, avocats, c'est la parole qu'on porte régulièrement à nos clients, c'est qu'au-delà de la séparation qui cristallise effectivement la relation de couple, c'est qu'ils vont être amenés à communiquer, à dialoguer, à échanger et à prendre ensemble, les parents, toutes les mesures relatives à la vie de leurs enfants, que ce soit le changement d'établissement scolaire, que ce soit des événements qui vont lier les parents à la vie de l'enfant, une communion, voilà, différentes décisions, que ce soit la religion de l'enfant, que ce soit l'inscription dans tel et tel établissement, enfin, ils vont être amenés à communiquer, si vous voulez, sur tous les sujets essentiels de la vie de l'enfant. Et c'est important que cette communication, elle se fasse de manière apaisée et pérenne. Et en fait, c'est là, en fait, notre rôle d'avocat en droit de la famille, c'est aussi savoir désamorcer le conflit et venir à des sujets essentiels, l'éducation de vos enfants, comment vous souhaitez qu'elle se poursuive, puisque certes, vous l'avez dit, il y a l'amour conjugal et il y a l'amour parental. Alors, si l'amour conjugal s'éteint, l'amour parental, il perdure toute la vie et c'est important, en fait, que l'enfant se sente aimé et qu'il ne se sente pas l'objet de discorde entre les parents. Et c'est là, en fait, notre objectif, c'est de parvenir à ce que toutes les mesures relatives à l'enfant puissent se prendre dans de bonnes conditions et parvenir à un accord, à un consensus entre les parents, même si on a des parents qui ont des visions totalement distinctes de l'éducation, qui offrent des cadres de vie totalement différents, mais essayer au moins de les réunir sur un chemin qui peut être commun pour l'avenir de leurs enfants. C'est ça, il faut qu'ils se sentent en fait protégés par des parents qui œuvrent à leur bonheur, même s'il y a une séparation. Et donc, à partir du moment où les parents vont dire à leurs enfants « on divorce, mais on se parle, on divorce, mais on va faire ensemble de construire quelque chose dans votre intérêt, parce que ton intérêt en tant qu'enfant, c'est notre intérêt en tant que parent, parce que notre intérêt, c'est que tu sois heureux. » Et cette mise en place-là, elle va construire
justement la relation ensuite de chacun des enfants avec ses parents. D'accord, et donc ça, ce sont des choses que vous transmettez à vos clients, vous leur dites ça? Tout le temps. Tout le Ouais. temps et on n'hésite pas effectivement quand on sent une certaine fragilité parce qu'effectivement une séparation, bah, ça a des conséquences douloureuses, ça inspire la tristesse, ça inspire, voilà beaucoup de craintes pour les enfants. On n'hésite pas à les recommander aussi vers des professionnels qui puissent être à l'écoute, des psychologues, des pédopsychiatres qui vont pouvoir les accompagner aussi dans cette démarche que nous on essaye de mettre en place, mais qui vont aussi pouvoir les guider et essayer de contribuer à cet équilibre qu'on tend à rechercher dans l'intérêt des enfants. Mais on leur dit et on les recadre parfois. Enfin, moi, Oui. je me souviens, là, il n'y a pas très peu de temps, d'un client qui me disait il n'est pas question que les enfants voient leur mère et c'est moi qui veux avoir la garde, etc. Et je lui ai dit très clairement d'abord, ça ne se passera pas comme ça avec moi. En tant qu'avocat, je ne vous suis pas dans cet état d'esprit-là. Essayez de voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que vos enfants doivent être un instrument de vengeance par rapport à votre épouse ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez prendre un peu de recul, vous allez prendre un peu de hauteur et est-ce que le fait de priver les enfants, même s'ils voient leur mère régulièrement, mais de priver de manière constante les enfants de leur mère, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez pour eux dans l'avenir? Donc, c'est aussi à nous, avocats, de ne pas forcément aller dans le sens du client lorsque il nous semble dévier de ce qui devrait être fait dans l'intérêt de ses propres enfants. Et en règle générale, après l'état de choc passé, j'allais dire, ils nous remercient. Oui, d'accord. Voilà. C'est effectivement très important de faire penser, de faire réfléchir notre client. Moi, j'ai actuellement un dossier en ce moment où effectivement le père, par haine contre la maman, cherche effectivement à placer les enfants au cœur de conflit en reprochant à la maman des faits de violence, des faits d'attouchement sexuel qui ne se sont jamais produits, tout simplement par haine destructeur. Donc, c'est important aussi de recadrer les choses et c'est aussi le rôle de l'avocat. Oui. Mmh. Oui, et ce que je voulais dire tout à l'heure, mais il y avait un décalage, par rapport à l'audition des enfants, justement aussi, il y a des risques. Enfin, nous, on trouve ça bien que l'enfant peut donner son avis, mais voilà, il y a ce risque que cet enfant soit manipulé. Et donc, c'est tout un art, je pense, voilà, de savoir, d'aller chercher ce qui est vrai dans tout ça, ce que l'enfant ressent vraiment, et aussi de ne pas faire en sorte que l'enfant ait le sentiment qu'il doit choisir entre papa et maman. C'est beaucoup, ce poids, il est énorme. Et puis voilà, donner le sentiment à cet enfant qu'il ne peut pas faire du mal. Il va juste voilà, transmettre les choses qui sont importantes pour lui. Ce n'est pas lui qui décidera. Donc voilà, je pense effectivement que l'avocat a un rôle important aussi au niveau de l'audition. Là-dessus, j'ai une anecdote, un dossier avec un enfant qui vivait en résidence alternée. Et puis, ma cliente vient me voir en me disant, en fait, il en a marre de la résidence alternée, il veut résider habituellement à mon domicile. Donc, c'était il y a longtemps, donc c'était il y a plus de 20 ans, donc on ne fait pas de médiation. Par contre, l'enfant va être auditionné dans le cadre d'une enquête sociale et d'une enquête médico-psychologique. Et puis, il s'avère qu'en fait, il lui a dit ça parce qu'en réalité, il voulait aller vivre chez son père. Ouais. Et donc, ça s'est ressenti au fur et à mesure que l'enquête avançait. Et elle a été, voilà, c'est pour dire que la parole de l'enfant, faut toujours être très, très prudent parce qu'il y a tellement, le conflit de loyauté, il peut être tellement prégnant qu'on peut dire autre chose que ce qui est réel et ce que vraiment il ressent. C'est vrai qu'on ressent beaucoup de pression. Moi, je fais régulièrement des auditions d'enfants. D'ailleurs, je ne sais pas pour tous les internautes qui nous écoutent, c'est important de recontextualiser comment se passe une audition de l'enfant. C'est-à-dire que nous, quand on est l'avocat des parents, bien évidemment qu'on ne peut pas être l'avocat des enfants, justement pour préserver la parole de l'enfant, parce qu'il y a déjà une pression considérable sur ses épaules. On a des enfants qui sont apeurés, qui arrivent au tribunal la boule au ventre. Donc, c'est important en fait qu'ils aient un avocat qui est donc désigné par l'antenne des mineurs, qui est totalement indépendant de l'avocat de la maman, de l'avocat du papa. Cette audition se déroule hors de la présence des parents, qui n'y assistent pas. Mais bien évidemment, ils peuvent accompagner tous les deux leurs enfants.
Et cette audition, cette parole de l'enfant peut être également confidentielle, c'est-à-dire que les parents n'ont pas forcément accès au procès-verbal d'audition de l'enfant. C'est en ce sens-là qu'effectivement, les magistrats interrogent les enfants. Est-ce que tu souhaites que ton audition puisse être révélée à l'un ou l'autre de tes parents? Et c'est en fonction effectivement même de la situation que les magistrats souhaitent effectivement garder eux-mêmes confidentielle l'audition pour éviter justement le risque de représailles, l'instrumentalisation supplémentaire des enfants, la crainte effectivement de les placer d'autant plus dans un conflit de loyauté. Donc c'est important justement de préserver cette parole de l'enfant et qu'ils se sentent réellement accompagnés et soutenus et non pas délégitimés et au contraire dénigrés ensuite. Donc c'est important voilà, pour que nous aussi, en tant qu'avocats, on puisse expliquer à nos clients que c'est important, quelle que soit la parole de leur enfant, que leur enfant il parle avec son cœur, il parle avec ses émotions et qu'il ne parle pas pour l'un ou pour l'autre, qu'il aime tous les deux ses parents, sauf bien évidemment, j'écarte les situations de violence où là, effectivement, l'enfant, c'est un schéma différent, mais dans des schémas classiques de séparation où effectivement l'enfant est entre les deux et qu'on l'interroge sur les mesures relatives à son lieu de vie et son lieu d'hébergement, qu'il ne parle pas pour l'un ou pour l'autre, mais qu'il parle tout simplement pour lui et pour sa vie avec ses parents. Ouais. Oui, et puis c'est bien que vous le dites parce que les internautes, les parents, ça leur fait souvent peur cette audition. Hein. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de ça, donc c'est bien qu'ils sachent que voilà, c'est quand même que les professionnels ne sont pas dupes, qui sont formés, qui savent les risques qu'il peut y avoir. C'est bien de parler de ça. Voilà, bon, très bien. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Je trouvais que c'était important de faire appel aussi à des avocats parce que je trouve que notre aide est complémentaire. Voilà, vous accompagnez vos clients sur le plan juridique et souvent au-delà. Hein, c'est ce que selon vos sensibilités et vos formations, de plus en plus d'avocats se forment aussi pour être, concernant les modes amiables notamment. Et nous, de notre côté, avec nos compétences, avec nos visions et à notre façon, on aide aussi plutôt dans le quotidien, parce que ça, c'est quelque chose que, évidemment, vous ne pouvez pas faire. Et c'est quand même souvent nécessaire, ou en tout cas bénéfique, de pouvoir accompagner aussi les parents dans le quotidien. Voilà. Donc, je suis contente. SOS Parents in Distress. Merci à vous alors. On a contacté beaucoup d'avocats. On est ravis. On est ravis de voir qu'il y a des avocats comme vous qui font ce métier quand même. C'est pas toujours l'image que les gens ont des avocats. Vous êtes des pacificateurs, comme vous disiez tout à l'heure. Vous avez ce rôle-là. Et voilà, c'est bien que ça a bien évolué. Et que les séparations ne se passent pas forcément comme c'était le cas avant, hein, comme vous disiez, Caroline Yadan, avant, il n'y avait pas tous ces modes alternatifs. Voilà. Très bien, merci. Très bien. Merci. Voilà. Alors, je m'adresse encore un petit peu à vous, les parents. Donc, juste pour vous dire qu'il y a notre site internet. Vous pouvez nous contacter, il y a un formulaire de contact. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site pour faire ce premier entretien état de lieu, qui est donc gratuit et ne vous engage à rien. Voilà, pour vous dire que vous ne devez pas avoir peur. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et du bonheur, surtout avec vos enfants. Et merci encore à Maître Yadan Pesar et Maître Telouk, pour votre participation. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.